Bonjour. Donc ce sera une petite vidéo rapide, mais c'est une réflexion qui me vient sur un sujet qui touche les mégalithes. Les mégalithes, c'est vraiment un sujet qui est intéressant, important, et dont beaucoup de chaînes parlent. Et c'est un sujet qui est intéressant quand on voit la manière dont sont réalisées les différentes pierres, les assemblages aussi, hein, qui sont monumentaux et très importants. Alors, il y a une réflexion que je me faisais. Donc là, je vous montre la page de Wikipédia sur des strates en géologie. Qu'est-ce que c'est que des strates? Bah, vous pouvez le voir quand vous observez une montagne, hein. Si par exemple j'affiche, je vais essayer de trouver quelque chose de plus. Voilà, quand vous avez par exemple ce genre d'image, euh, en fait, vous apercevez sur les montagnes, hein, que vous avez comme ça, comme des espèces de couvertures ou des filons de roches qui sont euh, sous la forme de comme une espèce de millefeuille. On peut voir ça sur d'autres. Voilà, ici c'est peut-être encore plus clair. On voit un espèce de millefeuille comme ça. C'est ça en fait les strates. Et donc en regardant les strates, on peut s'apercevoir sur des montagnes. C'est ce qu'on peut voir là, hein, les strates dans le sol. Et puis, vous avez des déplacements de ces fameuses strates vers le haut. Donc, ça va être le cas, par exemple, sur cette montagne. Vous allez avoir, a priori, un sol à plat sur lequel vont se déposer des éléments. Et puis après, bah, vous allez avoir, par exemple, dû à la tectonique des plaques, les... tout ça qui va remonter et qui va créer des montagnes et des motifs plus ou moins réguliers. Mais ce qui s'est déposé, donc ça peut être vraiment n'importe quel type de cause, hein. Ça peut être des sédiments, ça peut être d'origine volcanique, etc. Ou même météoritique, hein, pourquoi pas. Eh bien, vous avez à ce moment-là des strates qui vont se déposer sur une surface plane, et puis après, grâce à la tectonique des plaques, il va y avoir une rupture et il y a certains éléments qui vont remonter, hein. C'est un peu la même chose que quand vous avez de la crème caramel. Vous savez, vous grillez la crème caramel et la partie caramélisée en fait au-dessus, si vous commencez à vouloir manger, vous voyez que la plaque elle va remonter pendant que vous mettez la cuillère dans la vanille. Bah là c'est un peu dans la crème à la vanille. Là c'est un peu le même genre d'idée. Donc, et évidemment, bah, les mégalithes, ce sont des roches, hein, ce sont des roches qui sont généralement très très dures et qui sont issues, hein, du manteau terrestre, hein, nécessairement, et qui sont éventuellement travaillées, etc. Et moi, la réflexion que je me faisais, c'est toujours important, et je pense que ça, c'est vraiment un truc fondamental pour comprendre les anciennes civilisations. Qu'on pense aux civilisations du style les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Sumériens, ou éventuellement même des civilisations préexistantes à ces civilisations-là. Euh, Civilisations préexistantes desquelles on n'aurait absolument rien retrouvé que finalement des mégalithes, puisque c'est le genre de choses qui est par définition indestructible. Donc je veux pas rentrer dans l'aspect technologique, mais il y a quelque chose quand même qui me paraît intéressant. C'est-à-dire que quand quand vous parlez par exemple de la durée de vie de l'homme, généralement on s'accorde à dire pour que la durée de vie elle a augmenté depuis, je sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années jusqu'à maintenant 120 ans, etc. Mais en fait c'est une moyenne. Bien sûr, il pouvait y avoir des gens qui, dans les temps très anciens, très reculés, vivaient jusqu'à 120 ans. Simplement, ils étaient très peu nombreux parce que voilà, c'était des gens exceptionnellement résistants, exceptionnellement oui, résistants physiquement. Mais d'un autre côté, vous aviez beaucoup de gens qui n'étaient plus là dès leurs plus jeunes années. Donc, quelque part, la moyenne, c'est vraiment quelque chose d'assez biaisé. Mais imaginez
hein, des gens qui vivent comme ça pendant des dizaines d'années, qui arrivent bon, facilement, on va dire, jusqu'à 80 ans. Et à l'époque, les gens se déplaçaient très peu, hein, se déplaçaient très très peu. Ils avaient des familles, ils se racontaient des histoires, ils partageaient les mêmes choses. Peut-être ils avaient vécu tout le temps, ou alors ils repassaient tout le temps, hein, pour les chasseurs-cueilleurs dans les mêmes endroits, parce que les chasseurs-cueilleurs, ils parcouraient pas toute la Terre, hein. Ils étaient obligés nécessairement de suivre des cycles, pour suivre des terrains de chasse, pour suivre peut-être des endroits où il y avait des choses à manger qui poussaient naturellement. Donc ils étaient nécessairement pas nomades au point de parcourir des continents entiers, mais nomades, disons, plutôt localement. Donc ils avaient une connaissance très intime du terrain qu'on a absolument perdu de nos jours, hein, c'est-à-dire, ou que peuvent avoir encore des gens qui sont des paysans qui restent longtemps sur la Terre, mais même de nos jours, en 2025, il y a tout un tas de distractions qui fait que finalement, ils ont plus la vision de la nature qui existait il y a, je sais pas, 10 000 ans, 100 000 ans par exemple. Et on pourrait très bien imaginer en fait qu'à l'époque, il y a donc 10 000 ans, 100 000 ans, les gens euh, avaient la possibilité, parce qu'ils s'intéressaient beaucoup à la nature, de voir les modifications qui s'opéraient de manière complètement naturelle dans les couches de terrain. Donc par exemple dans les strates, etc. Éventuellement, peut-être, je sais pas, hein, dans la taille dans la taille des montagnes, dans leur forme. Et donc, moi, je suis absolument persuadé, parce que il y a certains textes, hein, qui en parlent, que finalement, il y avait une croyance que les pierres, que la roche, n'était pas nécessairement quelque chose de si inerte que ça, hein. Que éventuellement, il pouvait y avoir quelque chose de vivant dans les roches, dans les minéraux, et c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, il y a un certain nombre de légendes, hein, de mythes sur comment dire, les gens transformés en pierre parce qu'ils avaient regardé telle chose, ou parce que ils avaient dit telle chose. On voit bien quand même la relation qu'il y a entre les pierres et le vivant, mine de rien. Et donc, moi, je pense, et ça, bon, c'est une hypothèse qui, comme ça, hein, je veux dire, évidemment, il n'y a rien qui peut vraiment l'appuyer. Je pense que quand on voit les mégalithes, par exemple, en Amérique du Sud, hein, voilà, donc quand on voit les mégalithes, par exemple, en Amérique du Sud, moi, il y a quelque chose que je trouve assez fascinant là-dedans, c'est leur aspect, on va dire, euh, quasiment comme de la matière vivante. Je m'explique. On voit les courbes, l'adaptation aussi des formes les unes avec les autres. On voit cet aspect pratiquement plastique qu'il y a dans les liaisons entre les formes ici. Donc moi, et on retrouve ça à beaucoup d'endroits. On trouve ça en Amérique du Sud, on trouve ça aussi dans des constructions en Égypte, et puis aussi en Asie. Je me demande si, en fait, c'est pas une façon il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de ciment entre les pierres, hein. Donc je me demande quelque part si c'était pas quelque part l'expression. Alors cellule, c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu comment dire, inapproprié. Mais en tout cas, on va dire des morceaux de matière qu'il considérait comme vivants, hein, de matière qu'il considérait comme vivante, qui étaient mis les uns comme ça contre les autres, hein. Et on voit là. Et donc, la manière dont c'est construite, est-ce que ça pourrait pas être une façon de mettre ensemble des éléments qu'on voudrait être vivants, hein? Est-ce que ça serait pas ça le truc? Est-ce que ça n'a pas été aussi retiré de la même strate dont je parlais au départ? Est-ce que ça n'a pas été retiré de la même strate en suivant ici des,
des fissures déjà préexistantes en fait. Donc il y a vraiment tout un tas de choses intéressantes. Là on voit, bon, par exemple, quelque chose qui se poursuit ici. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est est-ce que dans leur idée, il n'y avait pas la possibilité en fait que le fait de mettre tout ça ensemble, finalement, ne reproduise pas un organisme vivant. Alors attention, hein, je dis vivant, c'est pas vivant au sens d'un animal ou même d'une plante, mais c'est vivant en termes de minéralité, hein. Parce que je pense qu'à partir du moment où ces gens-là voyaient la géologie évoluer dans le temps, alors c'est pour ça que je parlais des gens qui vivent jusqu'à 80 ans, parce que c'est nécessairement une expérience longue, mais il faut pas oublier que ces gens-là, soit ils voyaient ça tous les jours, soit ils repassaient là régulièrement, donc nécessairement ils voyaient des évolutions. Et ils étaient beaucoup plus en prise avec la nature qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez, on n'est pas dans l'ordre quelque chose qu'on note comme ça de manière anecdotique, mais il y a vraiment une analyse, il y a vraiment une compréhension beaucoup plus poussée. On l'a perdu, si vous voulez. Le cerveau de l'être humain n'est pas extensible à l'infini. Donc, c'est pas une critique, mais de nos jours, en 2025, évidemment, vous allez être beaucoup plus compétent à vous servir d'un smartphone que à comprendre ce qui se passe dans la nature. Mais je veux dire, c'est normal, c'est l'environnement qui veut ça. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de smartphone. Donc, ils étaient vraiment très compétents, on va dire, sur toute cette partie-là. Alors, avec leurs mots, avec leurs réflexions, évidemment, il n'y avait pas la théorie de la tectonique des plaques, il n'y avait pas ce genre de choses-là, mais il y avait quand même l'association qui se produisait quelque chose. C'est pour ça, par exemple, que le ciel, hein, j'ai discuté dans une vidéo sur la Lune, le ciel étoilé avait une importance primordiale dans les temps anciens parce qu'il n'avait pas l'électricité. Donc quand vous n'avez pas l'électricité, nécessairement vous avez la moitié du temps, hein, qui est consacré à la nuit et donc aux étoiles et qui voilà, nécessairement était quelque chose de très important, très 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 important, beaucoup plus important que maintenant. Maintenant, qui regarde encore vers les étoiles? Euh, et donc, euh, comment dire, l'objet de l'intérêt a changé. Et moi, je suis persuadé qu'il peut y avoir dans ces assemblages-là la volonté de, alors peut-être pas de reproduire, mais en tout cas la volonté de, de préserver quelque chose de vivant, hein. Alors encore une fois, vivant en termes géologiques, hein, ça veut dire sur des durées longues et nécessairement peu accessibles à l'être humain. Et quand on voit ce décrochage-là, hein, l'idée c'est de se dire oui, ils ont fait ça pour éviter les tremblements de terre. Mais est-ce que c'était vraiment pour ça? Hein, je m'explique. Est-ce que c'est pas aussi le fait de se dire, ben voilà, mes pierres bougent, alors peut-être ils expliquent ça pas, peut-être ils n'expliquent pas ça par le tremblement de terre, mais peut-être ils expliquent ça par le fait que ça bouge parce que ça vit, hein. Et ils le voient bien à travers les montagnes, à travers les strates qui se modifient comme ça, ils s'aperçoivent en fait que ça vit. Donc peut-être ce genre d'assemblage-là, qui nous apparaissent à nous, hommes du 21e siècle, comme étant euh, une une manière de lutter contre les tremblements de terre. En fait, dans leur vision, alors effectivement, ça a lutté contre les tremblements de terre, et quelque part, c'était leur objectif, comment dire, l'objectif un peu final, quelque part, mais dans leur esprit, peut-être ils ne faisaient en fait que mettre en place des éléments de telle manière à ce que comme c'est vivant, en fait, eh bien, ça bouge de manière cohérente et qu'il n'y ait pas, il n'y ait pas de décalage et de choses comme ça. Et l'aspect vivant, en fait, de la chose me paraît intéressant parce que ça pourrait expliquer pourquoi ils déplacent des pierres sur des si longues distances.
Parce qu'à partir du moment où vous déplacez les pierres sur une si longue distance, peut-être que finalement, vous leur attribuez aux pierres elles-mêmes des choses. Donc ça peut être de la matière vivante dans leur esprit, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la divinité ou ce genre de choses-là. Donc les pierres sont vraiment des trucs très spéciaux, en fait, qui sont... on retrouve la même chose dans les menhirs. Et puis il y a les fameux bonshommes de l'île de Pâques, hein, précisément. Et vous voyez un peu les sculptures, vous vous rappelez les sculptures de l'île de Pâques. euh, on est dans cette référence-là. On est tout à fait dans cette référence-là. Le fait que les pierres aient été sculptées comme des individus, peut-être que dans leur esprit, en fait, ce sont réellement des vrais individus quelque part, auxquels ils ont donné une forme particulière, mais en fait, euh, ça correspond à quelque chose que on n'est plus capable de comprendre. Je pense que c'est aussi ça qui est vraiment très important. Même les gens qui s'intéressent un peu au paranormal, même les gens qui s'intéressent un peu à l'archéologie interdite, à toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui est quand même important de comprendre, c'est que on est de toute façon des gens du 21e siècle. Donc ça veut dire on a un environnement qui est ce qui est et qui est nécessairement radicalement différent de ce qui était connu à l'époque. Donc ça veut dire il faut vraiment faire des efforts d'imagination très importants pour arriver peut-être, ne serait-ce à imaginer les différentes possibilités de ce que ça peut représenter. On représente facilement ça comme des rituels ou des choses comme ça, mais en fait on n'en sait pas grand-chose. Euh, Quel était le rôle de ces statues? Personne n'en sait rien. Qu'est-ce que ça représentait? Et puis ces statues-là, elles représentent des gens, des visages ou d'autres choses. Mais est-ce que pour les gens qui ont élevé ces statues, qui les ont sculptées, est-ce que ce ne sont pas réellement des êtres vivants, hein, dans leur esprit? Est-ce que ce ne sont pas réellement des pierres vivantes, hein? C'est vraiment un sujet intéressant. Vous avez un peu la même réflexion qu'on peut avoir sur certains menhirs, par exemple, hein. Voilà, donc ça c'est un menhir, hein, que j'ai tiré de la page Wikipédia qui s'appelle menhir tout simplement. Donc voilà, vous avez là typiquement ce genre de choses-là, hein. D'ailleurs, vous pouvez voir sur aussi GobbleKey-TP, vous avez un certain nombre de piliers sur lesquels vous avez des animaux, etc. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer que ça représente finalement, pour les gens de l'époque, hein, tout simplement des êtres vivants en tant que tels, en tant que tels. Ça veut dire vraiment, pour eux, la pierre était quelque chose de vivant, était quelque chose éventuellement de sacré, une divinité, voilà. Est-ce que ça pouvait pas représenter pour eux ce genre de choses-là? Je pense que c'est une réflexion intéressante parce que ça peut permettre à la lecture des mégalithes et des constructions mégalithiques euh, qui nous intéressent. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.